Bienvenue à ce 26e webinaire des projets AfroCov et AriaCov. Nous avons aujourd'hui un webinaire sur la thématique Une seule santé. Comme on en avait eu un précédemment, on a voulu continuer sur ce vaste sujet. Et aujourd'hui, on a des regards croisés avec des travaux d'anthropologie en Guinée et des travaux pratiques sur la surveillance de la rage en Côte d'Ivoire. Donc, on va avoir deux présentations. Tout d'abord, merci à Benjamin Frérot, qui est doctorant en anthropologie à l'université Lumière Lyon 2, au laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains à l'IRD de Montpellier, et qui va nous présenter Rumeurs et Spillover, donc la place des chauves-souris dans les récits d'émergence du virus Ebola en Guinée. Et puis, une deuxième présentation du professeur Thiembré, merci aussi à lui d'être présent, qui est d'une unité de formation et de recherche en sciences médicales à Abidjan, à l'université de Cocody, et directeur aussi de l'unité à l'INSP d'Abidjan. Pour rappel, donc lui va nous faire une présentation sur la surveillance de la rage en Côte d'Ivoire. Voilà, donc merci à tous les deux. Donc, pour rappel, projet AfroCov, c'est un projet d'appui à des hôpitaux en Afrique de l'Ouest et du Centre à la riposte opérationnelle face à la Covid-19, qui est mené en partenariat dans un consortium avec l'INSERM Reacting, PAXI, Alima et l'Université de Bordeaux, sous l'égide de la SAPI et financé par l'AFD. Émile Land, je te laisse présenter AriaCov en quelques mots. Oui, merci Mathias et bonjour à tous. Je ne vais pas faire plus long, on a toujours l'habitude de présenter. AriaCov, on a aussi un projet d'appui à la riposte Covid dans 6 pays d'Afrique. Et pour en découvrir plus, si vous ne savez pas encore, on a une nouvelle plaquette, donc on vous l'a partagée dans les documents et vous pourrez voir en détail plus de détails sur les 3 composantes du projet qui sont le renforcement des capacités diagnostiques, l'analyse de l'épidémie avec des enquêtes de séroprévalence et une composante aussi forte en sciences humaines et sociales. Donc, je vous laisse prendre le loisir de découvrir la plaquette. Merci, Mathias. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vois qu'on n'est pas finalement tant de participants. Donc, de toute façon, de participants. Donc, peut-être qu'on ouvrira les micros à la suite des 2 présentations pour faciliter peut-être le dialogue avec nos 2 participants. Alors, en fonction du nombre, on va voir, mais c'est vrai que s'il n'y a pas tant de monde que ça, on pourra donner la parole directement aux personnes qui souhaitent discuter avec nos 2 intervenants. Donc, merci à tous les 2. Benjamin, je te laisse la parole pour la première partie. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Et je veux d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire de me donner l'opportunité aujourd'hui de présenter une partie de ma recherche. Une recherche que j'ai menée en Guinée dans le cadre d'un master en anthropologie qui porte particulièrement sur les relations entre les humains et les chauves-souris dans un contexte qui était celui au moment de l'enquête, en 2019-2020, un contexte post-Ebola en Guinée. Donc ici, je vais revenir sur ces rumeurs spillover autour de l'émergence de la première épidémie en 2013-2016. Et donc, je n'aborderai pas l'actualité de cette deuxième épidémie qui a été déclarée en Guinée le mois dernier. Tout de suite, pour commencer, maintenant, je suis en première année de thèse sous la direction de Alice Desclos et Michel Gross. Et ma recherche de master et de thèse s'inscrit dans le projet EboHealth, qui est soutenu par le Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, donc à Conakry, et l'unité de recherche translationnelle sur les maladies infectieuses de l'IRD à Montpellier. Donc ce projet, il me semble, a déjà été présenté aussi dans le cadre de ce webinaire, mais pour y revenir un petit peu, c'est l'idée de prendre cette épidémie d'Ebola de 2013-2016 un petit peu comme exemple pour comprendre et prévenir les infections émergentes. Donc, c'est un projet qui est à la fois pluridisciplinaire et multisectoriel, puisqu'il va proposer justement cette approche One Health dans l'articulation de 4 volets principaux.
donc un volet sur la santé animale qui s'intéresse particulièrement au portage du virus Ebola par les chauves-souris. Sur la santé humaine, c'est d'explorer plus ici la présence d'anticorps en population et notamment les effets à long terme pour des personnes qui ont survécu à l'épidémie d'Ebola. Au niveau du volet environnement, c'est toute cette étude des facteurs climatiques, environnementaux avec une cartographie des risques d'émergence. Et puis enfin, pour le dernier volet de sciences sociales dans lequel s'inscrit donc mon enquête, on a plusieurs enquêtes, notamment sur la mémoire des épidémies, sur les facteurs sociaux de la surveillance communautaire avec Eva Barranca, ou encore donc depuis l'année dernière aussi avec la pandémie de la Covid-19, certaines personnes de l'équipe avec un chevauchement des projets aussi se sont investis dans la réponse au Covid-19 en Guinée. Et comme je le disais, depuis un mois, avec des enquêtes dorénavant aussi sur l'origine et sur la mise en place de la réponse à cette deuxième épidémie d'Ebola en Guinée. Plus particulièrement, mon terrain sur les rapports entre les humains et les chauves-souris, j'ai pu le mener pendant ces mois de terrain en 2019 et 2020 sur plusieurs terrains, à la fois un terrain dans un village rural avec des populations peules, également un terrain dans la capitale, donc un terrain urbain, et enfin aussi toute une discussion, un dialogue avec donc les équipes scientifiques qui vont partir prélever les chauves-souris. Aujourd'hui, dans cette idée un petit peu de présenter les résultats de l'enquête, je vais me concentrer sur l'enquête de terrain qui a été menée donc à l'archevêché de Conakry, qui a mêlé donc immersion, observation, entretien. Donc l'archevêché de Conakry, pour remettre en contexte, c'est un site religieux donc qui se situe au cœur de la capitale de Conakry, donc en Guinée, et c'est dans cette cour que revient chaque année à la saison sèche des dizaines de milliers de chauves-souris, donc principalement de l'espèce Edelon elvum, qui vont donc utiliser cette cour comme un site dortoir. Donc la méthode d'enquête utilisée sur ce terrain, c'est un peu l'idée de mêler à la fois une ethnographie des cohabitations entre les humains et les chauves-souris sur ce site, tout en mêlant donc une étude de la perception et de la gestion du risque d'émergence et de transmission donc de pathogènes, avec cette idée de mettre en regard un peu les différents statuts en fait qui sont prêtés aux chauves-souris, puisqu'on va voir que dans certains discours, elles vont parfois être décrites comme nuisibles, notamment du fait de leur forte présence dans cette cour. Également avec, donc comme on va le voir pour l'épidémie, tout un discours sur le réservoir de virus que peuvent être les chauves-souris, donc il faut parfois se méfier, comme des espèces à protéger, mais aussi comme des animaux qui sont bons à consommer. Et ça, c'est notamment par le biais d'un groupe de jeunes que je vais évoquer ensuite, qui aujourd'hui continuent de chasser et consommer ces chauves-souris de la cour. En fait, un petit peu la première impression en arrivant sur ce terrain à Conakry, c'est autant donc de la part des responsables religieux sur le site que du personnel d'entretien, notamment des balayeurs qui vont être au contact quotidien avec ces chauves-souris, que de ce groupe de jeunes que je viens d'évoquer qui consomment les chauves-souris. On a un petit peu dans les discours un rejet affiché du rôle des chauves-souris dans l'émergence du virus Ebola, au profit plutôt d'autres récits d'émergence qui vont faire porter la responsabilité aux autorités politiques, sanitaires, sur fond donc de rumeurs et de complots. Donc la question que j'ai essayé de poser sur ce terrain, c'était d'interroger justement la mémoire de l'épidémie et les conséquences donc de cette mise à l'index des chauves-souris lors de cette épidémie de 2013-2016, ce qui va se décliner ici en plusieurs questionnements donc, que j'ai affichés sur la diapositive, à la fois interroger un petit peu comment les recherches scientifiques, dans leurs découvertes, dans leurs hypothèses et surtout dans leur réinterprétation, dans leur diffusion, vont influencer cette manière de définir, de penser le risque Ebola, puisque un petit peu, peu importe les récits d'émergence, que ce soit plutôt cette idée de spillover, c'est-à-dire d'une émergence du virus à la suite d'un débordement, d'un passage entre la frontière des espèces, donc ici des chauves-souris aux humains, ou que ce soit plutôt dans des récits d'émergence qui mettent en avant l'idée d'un réservoir humain, à chaque fois finalement ça va s'accompagner de mise en responsabilité, de stigmatisation et donc un risque aussi de vulnérabilité. Particulièrement pour cette enquête à l'archevêché de Conakry, l'idée est de voir un peu quelles sont les limites et les défis d'une préparation aux émergences sur ce terrain particulier, puisqu'on va voir que progressivement, c'est justement mis en place cette approche One Health, notamment via la présence d'équipes scientifiques qui vont proposer une surveillance virologique et écologique donc, de la colonie de chauves-souris. Pour revenir un petit peu donc, sur le contexte, au niveau de la communication sanitaire,
Donc au début de l'épidémie, hein, en 2013-2016, et sur le modèle des épidémies passées en Afrique centrale, les messages de sensibilisation vont insister sur les risques de transmission lors des contacts avec la faune, donc particulièrement les chauves-souris et les singes, avec une focalisation également sur les pratiques de chasse et de consommation. La diffusion de ces messages, elle va se renforcer encore davantage par la publication des hypothèses d'une enquête épidémiologique qui a été menée donc, dans le village où ce cas index aurait été identifié. Donc j'ai remis ici la capture d'écran à droite de l'article, où finalement l'équipe va émettre l'émergence justement de cet événement de spillover, de ce débordement du virus, suite à un contact entre un enfant et une chauve-souris insectivore. Et on voit déjà avec les deux petits pictogrammes que j'ai remis en dessous hein, de ce jeu de cartes qui a été fait par l'OIE en 2019, comment cette hypothèse va encore aujourd'hui influencer la construction, le graphisme des messages sanitaires aujourd'hui, hein, comme on voit avec cet enfant qui joue avec une chauve-souris et son lance-pierre. Finalement, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites dessus, mais donc la médiatisation, la réinterprétation de cette hypothèse épidémiologique, quand bien même il n'y a pas vraiment eu de confirmation virologique, hein, puisqu'on n'a pas retrouvé de traces du virus à cette période et en ce moment dans les chauves-souris présentes dans cette région, a conduit à plusieurs excès, erreurs et imprécisions dans les messages sanitaires. Comme on peut le voir par exemple sur ces deux affiches à gauche, elles vont présenter un petit peu sur le même plan les gestes pour empêcher la propagation du virus Ebola, donc pour la première affiche de l'UNICEF, ou encore pour stopper la flambée de l'épidémie pour cette deuxième affiche des centres de contrôle des maladies. Et en fait, on voit qu'elles induisent un peu maladroitement qu'il y aurait autant de risques d'attraper la maladie en mangeant une chauve-souris qu'en touchant une personne contaminée ou en participant à un enterrement non sécurisé d'une personne qui serait décédée de la maladie d'Ebola. C'est-à-dire en fait qu'en cherchant au maximum à réduire les risques, les messages sanitaires vont être simplifiés et donc vont passer sous silence certaines informations. Par exemple, de la même, donc du fait, comme je le disais, qu'il n'y a pas eu de preuve vraiment virologique de cette transmission initiale de chauve-souris avec un enfant, on peut rappeler aussi qu'aucune autre transmission n'a été documentée à la suite et qu'ensuite l'épidémie est surtout, donc, essentiellement interhumaine. Ou encore, par exemple, pour les mesures prises au niveau de l'interdiction de la consommation de viande de brousse, à chaque fois dans les messages, il est très rare aussi de voir des choses écrites comme quoi la bonne cuisson des aliments, finalement, amoindrirait les risques de transmission. Donc finalement, c'est un petit peu ces excès au niveau des messages sanitaires vont comporter un risque de produire une perception biaisée des risques de transmission et donc de provoquer différentes craintes, différentes incertitudes parmi les populations, notamment pour celles et ceux qui cohabitent quotidiennement donc, avec ces colonies de chauves-souris. Et c'est une question qui se pose d'autant plus dans ces grandes villes ouest-africaines où les chauves-souris se sont installées dans des lieux très, très denses et très, très habités. Donc j'ai remis ici sur cette diapositive 3 exemples d'articles dans les médias nationaux. Le premier, par exemple, cet extrait de journal ivoirien, où l'auteur appelle vraiment à une riposte en fait envers une grande colonie de chauves-souris qui habite la commune du Plateau à Abidjan. Le deuxième article, un peu dans cette même idée, évoque la peur. Donc en 2014, des habitants d'une ville, quand des chauves-souris, on parle de 40 000 chauves-souris qui vont arriver aux abords de la ville. Et enfin, dans le dernier exemple qui m'intéresse plus particulièrement, l'article ici évoque la peur des habitants, la peur ou interroge plutôt les risques pour les habitants du centre-ville de Conakry d'attraper le virus Ebola à partir des chauves-souris de cette fameuse colonie, donc de l'archevêché de Conakry, où par exemple ici on voit dans la phrase que j'ai soulignée, les chauves-souris sont directement accusées d'avoir propagé le virus dans la région forestière, donc la région qui a vu l'urgence du virus. Et l'auteur pose directement la question, les chauves-souris de l'archevêché de Conakry sont porteuses ou non du virus Ebola. Ce qui est à noter, notamment dans ces 3 articles, c'est qu'en fait, thématiquement, être convoqué la parole des scientifiques, des autorités, des experts pour répondre aux incertitudes dans cette maladie qu'on ne connaissait pas encore dans la région. Et par exemple, l'un des responsables de l'archevêché de Conakry me disait lors d'une discussion, je le cite, beaucoup d'inquiétudes au moment sont venus ici, des journalistes, des ONG, des scientifiques et même les forestiers. Donc les forestiers sont couramment de nos habitants de la région. Il y a eu l'urgence en 2013 et même
même les forestiers qui habituellement mangent étaient inquiets, n'osaient plus traverser pour de peur de recevoir des élections. Et en fait, l'enquête ethnographique de 2019-2000 Benjamin, excuse-moi, entraîné, forcé, fortement vieux regard des chauves-souris. Au début de l'épidémie, le responsable évoque une réflexion qui a été Benjamin, je ne sais pas si tu m'entends. Excuse-moi, mais on ne t'entend pas très bien, peut-être. Peut-être coupe ta caméra, voilà, merci. Ah, je l'ai coupé. Ok, pardon. Je l'ai coupé, je pense que ça ira mieux, c'est ce qu'on disait au départ. Ouais. Donc voilà, je reprends, donc je expliquais que voilà, lors de l'enquête en fait à l'archevêché de Conakry, ces différentes craintes et incertitudes qui ont été diffusées dans les médias et discutées au départ à l'émergence de l'épidémie ont pu se transformer par des comportements violents en fait à l'égard de cette colonie de chauves-souris, puisque au début de l'épidémie, les responsables évoquaient une réflexion donc avec le ministère de la Santé pour essayer de provoquer une fuite massive en fait de la colonie et notamment par l'épandage de pesticides sur les arbres de la cour. Donc finalement, cette pratique un peu radicale n'a pas été utilisée, notamment, il l'explique pour des raisons financières. Mais par contre, les différents témoignages vont en fait évoquer davantage de pneus brûlés sous les arbres, dont la fumée noire a ce même objectif de faire fuir les chauves-souris, ou encore un important élagage des arbres qui abritaient les chauves-souris. Donc j'ai remis ici deux images satellites pour voir un petit peu cette évolution du couvert boisé du parc. Et on voit bien qu'entre février 2014, qui correspond un peu à la date d'arrivée de l'épidémie Ebola à Conakry, et février 2019, donc la date de l'enquête où j'étais sur place, il y a eu vraiment une réduction des arbres au centre de la cour qui, plutôt que de provoquer la fuite des chauves-souris, a en fait plutôt entraîné leur dispersion dans les extrémités et notamment dans les arbres de l'école de la cour voisine de l'archevêché. Donc on le voit bien en fait à cette époque, au début de l'épidémie, on est très loin à l'archevêché de Conakry d'une approche One Health dans sa manière de proposer une réponse qui penserait ensemble la santé des humains, des chauves-souris et de l'environnement, puisque au contraire, la communication sanitaire semble avoir entraîné une augmentation des risques, non pas donc de propagation, mais plutôt d'émergence ou de réémergence, puisque au niveau virologique, par exemple, ces tentatives de dispersion vont entraîner finalement des nouveaux contacts à risque, et surtout vont entraîner un stress chez les chauves-souris qui, selon les scientifiques, pourrait être à même d'affaiblir leur système immunitaire et d'augmenter en contrepartie la charge virale de leur organisme et donc susceptible de provoquer ce fameux débordement du virus. Au niveau écologique, on peut rappeler aussi que tous ces messages sanitaires passent complètement sous silence à chaque fois tous les retombées des services écosystémiques et donc le rôle des chauves-souris dans la préservation de la biodiversité. Finalement, en fait, au fur et à mesure, on peut dire qu'une approche One Health va se mettre en place progressivement sur le site de l'archevêché depuis donc vers la fin de l'épidémie, depuis 2016, via l'intervention donc de deux équipes du CERFIG Conakry qui vont proposer une surveillance des chauves-souris de l'archevêché. Donc tout d'abord, il y a ce projet réservoir qui va effectuer plusieurs missions de capture des chauves-souris en 2016 et 2017. Puis, depuis 2018, il y a une surveillance régulière par le projet EvoSurcy qui va effectuer aussi des prélèvements non invasifs, principalement d'urine et de fesses, qui sont ensuite analysés en laboratoire. Donc, l'approche Une seule santé ici s'incarne un petit peu de différentes manières. Déjà, même à travers l'équipe, puisque l'équipe EvoSurcy est composée à la fois d'un écologue du CIRA, on a aussi des membres du service de la direction vétérinaire, donc du ministère de l'élevage, des membres des eaux et forêts, donc du ministère de l'environnement. Donc l'équipe mélange déjà un peu toutes ces compétences. Et puis dans les discours également, puisqu'ils vont tenter un peu de revenir sur les erreurs passées, en rappelant notamment l'importance de protéger les chauves-souris de la cour et de ne pas les déranger, tout en évitant au maximum les contacts à risque, c'est-à-dire en redéfinissant un petit peu les formes de cohabitation dans une logique préventive. Donc ils vont apporter ce message que pour se protéger des futures émergences, il faut avant tout protéger les chauves-souris et leur environnement. Néanmoins, et c'est là-dessus que je vais continuer la présentation, cette approche, elle est pas sans conséquences et elle ajoute encore des responsabilités et des stigmatisations. Je reprends ici notamment une citation donc, de l'anthropologue James Pered qui expliquait, donc je le cite, comment cette approche One Health qui va inclure les chauves-souris
va en fait différer le statut de rogue, de voyou, des chauves-souris et des virus finalement aux personnes qui vont mettre en danger l'écosystème. C'est-à-dire que ceux qui refusent d'appliquer les consignes de distanciation à l'égard des chauves-souris sont pointés du doigt avec, comme on le voyait pour les messages sanitaires tout à l'heure, une focalisation aussi sur les pratiques de chasse et de consommation. Donc on a notamment les vendeurs, suite à l'interdiction de viande de brousse, qui vont subir des mesures répressives, mais aussi les consommateurs avec des mesures de stigmatisation. Cette stigmatisation en Guinée va toucher principalement les forestiers, donc comme je le disais tout à l'heure, le nom donné aux habitants de la région forestière, donc qui mélange plusieurs cultures, Kissi, Guerzé, Manon, etc. Et donc ces populations, en fait, sont à majorité chrétienne, et c'est là que se superposent un petit peu les thématiques à l'archevêché, puisqu'en fait les personnes qui fréquentent quotidiennement l'archevêché sont justement ces populations issues de la région forestière. Et donc, c'est notamment le cas de ce groupe de jeunes avec lesquels j'ai mené une partie de l'enquête et j'ai pu partager leur quotidien. Donc, ils sont à peu près 10, ils sont tous guerzés, ils sont originaires de la région forestière et ils sont venus à Conakry pour poursuivre leurs études ou tenter leur chance dans la capitale. En fait, eux, ils vont fréquenter quasi quotidiennement l'archevêché, donc pour des raisons religieuses ou pour effectuer aussi quelques petits travaux. Mais je les ai rencontrés surtout dans le cadre de leur pratique de chasse, à des fins alimentaires personnelles, donc une chasse qui se fait à coup de lancer de bâton et de lance-pierre, comme on peut le voir sur cette photographie. Et donc les forestiers, en fait, au moment de cette épidémie et encore maintenant, sont présentés en Guinée comme de grands consommateurs de viande de brousse, notamment des chauves-souris. Et c'est comme cela qu'on retrouve dans certains discours accusateurs, finalement, un certain rapprochement qui ferait dire que cette émergence du virus en Guinée forestière va conduire les populations finalement comme logiquement responsables de l'origine de l'épidémie par leurs pratiques et par leur consommation de viande de brousse. Donc beaucoup d'écrits ont déjà été publiés dessus. J'ai remis ici la référence de Mathieu Fribault ou de Sylvain Faye encore, qui sont deux anthropologues qui avaient été sur place en Guinée au moment de l'épidémie, qui ont montré comment une telle accusation finalement est venue réaffirmer une stigmatisation ethnique historique et qui est déjà bien ancrée en Guinée, des manières de vivre de ces populations de la région forestière et de leurs pratiques et de leurs croyances qui vont être jugées par certains en fait un peu en inadéquation avec les ambitions de modernité que veut donner le gouvernement à la Guinée. Donc c'est un petit peu ce qui se passe pour les jeunes à l'archevêché, puisque quand on discute avec eux, on voit qu'une telle communication sanitaire ciblée sur les chauves-souris et les consommateurs a vraiment été vécue comme une mise en accusation de leur pratique, mais aussi donc finalement de leur identité, ce qui a pu finalement venir renforcer le rejet du rôle des chauves-souris dans l'émergence de leur part, mais aussi renforcer un petit peu l'émergence d'autres récits qui vont porter une méfiance donc généralisée envers l'État, envers les acteurs politiques et scientifiques, des récits donc sur fond de soupçons, de complots, qui en viennent parfois même à nier l'existence de la maladie. Donc j'ai pas vraiment le temps ici de détailler, mais par exemple, il y a un des jeunes de ce groupe qui a été recruté par la Croix-Rouge lors de la première épidémie pour participer à des missions de sensibilisation donc dans la région forestière. Et il explique comment, en fait, dans le cadre de ces missions de sensibilisation, il s'est rendu compte que cette histoire d'Ebola n'était pas vraie, que c'était finalement un complot, et qu'il accusait les équipes sanitaires de propager elles-mêmes le virus. Et donc, il explique, quand il s'en est rendu compte, tout de suite, il a arrêté les missions de sensibilisation et il est rentré plutôt dans une stratégie de rejet, en fait, des équipes sanitaires et des moyens proposés pour lutter contre l'épidémie, donc ce rejet qui a pu être qualifié de réticence par l'Organisation mondiale de la santé au moment de l'épidémie. Donc si de multiples facteurs en fait doivent être pris en compte dans cette analyse, notamment et surtout la violence des interventions aussi qui ont été prises en urgence, qui ont pu entraîner ce rejet des équipes sanitaires et des moyens, on voit ici que la mise à l'index des chauves-souris fait partie de ce processus complexe qui a alimenté les méfiances. Je reprends ici une citation donc d'un article publié par une équipe d'anthropologues ici qui a travaillé un peu sur les effets de cette interdiction de la viande de brousse en Guinée et en Sierra Leone, qui explique finalement que les gens ont bafoué fièrement l'interdiction de vente et de consommation comme une forme de défi aux autorités et d'affirmation d'identité ethnique. Et c'est en fait toute cette ambivalence, toute cette complexité que j'ai retrouvée dans la pratique de chasse et de consommation de ces jeunes à l'archevêché de Conakry, dont j'ai remis ici quelques photographies, puisque à la fois on a une pratique qui va se faire en fait totalement dans la discrétion,
puisque les jeunes vont venir chasser dans les heures de moindre affluence, toujours en décalage avec la venue aussi des équipes scientifiques. Dès qu'une chauve-souris est tuée, elle va tout de suite être cachée dans un sac, dans un carton et être ramenée à la maison pour être préparée. En fait, quand on est avec eux dans ces moments de chasse, on ressent clairement le poids du regard des autres, le poids de la stigmatisation, et certains d'entre eux évoquent même parfois la honte de chasser en public devant les autres. Mais pourtant, il va y avoir vraiment un décalage en fait dans la manière d'en parler, puisque quand on discute directement de ça, il va y avoir comme cette revendication identitaire en fait de la continuité de la pratique, où dès qu'on va discuter de cette pratique de chasse des chauves-souris, tout de suite on va basculer sur une défense de l'identité de Forestier et de Guerzet. Par exemple, ici j'ai repris donc un extrait d'entretien avec un de ces jeunes qui explique: ici, quand tu dis que tu manges des chauves-souris, c'est la moquerie. Si tu dis les forestiers, tout de suite on te juge, alors que ce n'est pas une question de moquerie. Chez nous, ce sont les coutumes. Les vrais forestiers, ceux qui sont nés au village, ils mangent des chauves-souris. Mais ici, à Conakry, c'est la civilisation et certains changent de comportement, mais tu peux être civilisé sans laisser tes coutumes, sans oublier ton village. En fait, dans cet extrait d'entretien, il présente bien clairement que pour lui, arrêter de manger les chauves-souris, c'est un peu comme oublier sa culture, et c'est surtout donner raison aux personnes qui souhaiteraient inférioriser ou stigmatiser les forestiers. Donc un petit peu voilà pour conclure et pour donner des perspectives à cette étude de cas, on voit que l'enquête ethnographique à l'archevêché a permis d'identifier donc plusieurs raisons qui permettent de comprendre le rôle des chauves-souris dans les récits d'émergence du virus Ebola. À la fois, il y a donc cet effet de stigmatisation, de mise en accusation qui vont sous-tendre les récits d'émergence et qui vont exacerber, qui vont renforcer les réticences, les stratégies de rejet des mesures d'intervention. Donc, c'est des choses qui ont déjà été décrites plus largement en Guinée, mais qu'on retrouve donc localement ici à l'archevêché de Conakry. Mais surtout, l'enquête, et c'est là-dessus que je voudrais ouvrir un peu la réflexion, montre que le rôle des chauves-souris, en fait, n'a pas été catégoriquement rejeté à l'archevêché, mais qu'il y a vraiment eu une première phase d'incertitude, de doute, de questionnement sur le risque de vivre avec ces chauves-souris. Et en fait, ce qui ressort des discours, c'est plutôt que les réponses qui ont été apportées par les acteurs de santé ont parfois été perçues comme incohérentes, comme contradictoires, et aussi n'ont pas trouvé confirmation dans les expériences. Des réponses incohérentes, là, je fais notamment référence donc, au changement un petit peu du discours qui va être considéré comme celui officiel, comme celui scientifique, puisque tout d'abord, donc les chauves-souris vont être présentées comme des menaces virales au début de l'épidémie. Ensuite, on est venu dire à l'archevêché qu'elles n'étaient pas contagieuses et qu'il fallait donc plutôt ne pas augmenter les actes de violence, mais au contraire, avec l'arrivée des équipes scientifiques, qu'il fallait au contraire les protéger. Donc finalement, si comme on le voit, cette transformation du discours reflète un peu cette application de l'approche One Health sur le terrain, pour certains responsables, pour l'un notamment, lui il expliquait qu'il le voyait vraiment comme une étape de la réflexion scientifique où les chauves-souris ont en fait d'abord été injustement accusées. Et donc cette interprétation lui permettait d'expliquer à la fois pourquoi les autorités n'avaient pas réussi à répondre à la menace d'Ebola et aussi d'exprimer une certaine méfiance envers les autorités, une perte de confiance envers le système de soins. Le deuxième point au niveau de la contradiction de cette approche One Health, là c'est plus en termes de des problèmes de traduction, d'applicabilité en fait sur le terrain, puisque dans un contexte de cohabitation très dense comme celui de l'archevêché de Conakry, se pose la question de comment protéger à la fois les chauves-souris et les humains, ou autrement dit dans ce message, comment se protéger des risques de transmission depuis les chauves-souris sans les faire fuir ou sans les tuer. Donc, il y a vraiment un décalage frappant en fait aussi sur le terrain. Par exemple, le matin très tôt, quand les équipes sanitaires arrivent sur place, les équipes, pas sanitaires, mais les équipes de prélèvement arrivent sur place tout en tenue de protection pour faire les prélèvements, et qu'à quelques mètres, on a ce balayeur de la cour qui commence son service et qui, lui, est simplement vêtu d'un t-shirt et qui va passer tous les jours en fait à balayer les déjections des chauves-souris, à en recevoir sur lui, à s'occuper de ramasser les cadavres des chauves-souris qui seraient tombés pendant la nuit. Donc on a vraiment une différence aussi, une contradiction dans cette application avec cette question de comment aller finalement au-delà de la sensibilisation ou de la surveillance sur ces terrains. Et enfin, un des points qui me semble vraiment important qui concerne donc l'absence de confirmation dans les expériences des populations, puisque dans la plupart des discours, à ce premier doute en fait du risque de transmission depuis les chauves-souris, souvent va être avancé le fait que pendant l'épidémie, finalement, il n'y a pas eu de cas à l'archevêché, alors que comme le disait un balayeur, il passe toute la journée avec, il mange lui aussi les chauves-souris, et pourtant ils n'ont jamais constaté de cas de virus.
ou encore, dans les plupart des discours, revient surtout les connaissances des populations qui vont convoquer un petit peu voilà, l'ancienneté de cette cohabitation avec les chauves-souris. Donc là, par exemple, je reprends un autre extrait d'entretien d'un des jeunes où il explique donc les parents, les grands-parents ont toujours mangé et on n'a jamais parlé de la maladie. Ils sont venus jusqu'en forêt, donc les équipes sanitaires, pour nous dire à nous, les forestiers, de ne plus en manger. Mais ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne connaissent pas les chauves-souris, c'est ceux qui ne vivent pas avec les chauves-souris. Ou bien ils mentent, ou bien ce sont eux qui ont mis le poison dedans. Nous, on vit avec les chauves-souris et on voit ce qu'elles mangent. Elles mangent des feuilles et des fruits qui sont des médicaments. Donc manger leur viande, c'est forcément bon pour la santé, ça te rend plus fort. Donc voilà, il y a plusieurs points dans cet extrait d'entretien, mais ce qu'on voit finalement, c'est tout d'abord l'expression de cet autre récit d'émergence qui a beaucoup aussi circulé, qui vise en fait à se méfier des équipes de prélèvement et des équipes qui font la surveillance de ces chauves-souris, qui vont être parfois accusées d'injecter directement le virus avec pour but volontaire de propager la maladie. Une méfiance qui s'est exprimée lors de la première épidémie, que j'ai pu entendre aussi sur le terrain en 2019 et 2020 de la part de certaines personnes, et qu'on retrouve notamment actuellement avec ces équipes qui sont parties sur place pour investiguer un peu l'origine de cette deuxième épidémie d'Ebola. Mais surtout, le deuxième point que je voudrais faire ressortir de cet extrait d'entretien, c'est en fait ce jeune met en avant ses connaissances des chauves-souris et exprime finalement comment tous ces savoirs, toutes ces expertises qu'il a acquis avec une cohabitation ancienne peinent à être inclus dans la réflexion. Et c'est tout ce défi en fait de faire dialoguer les paradigmes biomédicaux et socioculturels qui sont voilà, une proposition qui n'est pas du tout nouvelle dans ce champ-là, mais qui représente encore aujourd'hui l'un des défis de cette préparation, de cette réponse aux zoonoses dans une perspective One Health, où l'anthropologie ici, en prenant voilà, le temps d'écouter aussi les populations par des enquêtes ethnographiques de long cours, peuvent essayer de s'extraire plutôt de cette opposition population scientifique, mais de plutôt voir quelles sont les convergences, quels sont les ponts qui peuvent être faits entre ces différentes perceptions, ces différents modèles explicatifs des émergences pour arriver donc à cette co-construction souhaitée. Donc, je vais conclure là-dessus. Je vous remercie donc de votre attention. J'espère que vous m'avez bien entendu. J'ai remis juste en dernière diapositive. Je me suis permis de remettre les 3 publications à paraître donc, de l'équipe sur cette thématique-là et puis les références citées lors de la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Benjamin. On va passer la parole sans plus attendre à professeur Thiembré pour la suite. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler d'un sujet vraiment très intéressant, très passionnant pour moi. Mais tout à l'heure, en écoutant Mathias, j'ai eu une petite inquiétude parce que, bon, c'est vrai que j'aurais pu parler de la surveillance épidémiologique de la rage, mais j'avais compris qu'il fallait parler un peu de l'aspect One F, en tout cas dans la lutte. Donc, j'ai été un peu plus englobant, mais je vais insister sur la surveillance. Parce que comme j'ai contribué à mettre en place le système de surveillance contre la rage, je pense que je peux en parler même sans un papier. Voilà, donc je voudrais vraiment vous dire merci. Et dans le temps qui m'est imparti, on m'a dit que j'ai 30 minutes, c'est ça, donc je vais tout faire pour rester dans les 30 minutes pour que nous puissions discuter. Donc, il est 15h35, j'espère que d'ici 16h, non, oui, 16h, je vais pouvoir finir. Alors, donc, je vais suivre ce plan et puis, donc, le contexte. Pourquoi nous avons utilisé l'approche One F dans la lutte contre la rage en mettant un accent, bien entendu, sur la surveillance épidémiologique et puis les activités qui ont été réalisées, les défis, les enjeux et puis les leçons apprises. Alors, parlant du contexte, je voudrais vous présenter un peu la Côte d'Ivoire. Je pense que je vais aller rapidement pour dire que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a 322 000 km² avec 25 millions, un peu plus de 25 millions d'habitants selon le dernier recensement qui a été fait, et ça c'est surtout des projections. C'est une population qui est relativement jeune, mais très féconde, en tout cas avec un indice synthétique autour de 4, un peu plus de 4. La population est urbaine à 54%,
mais il y a une grande partie quand même en milieu rural, avec une espérance de vie à la naissance à peu près à 59 ans. Concernant la santé, le budget alloué est de 5,9%, à peu près 6%. C'est un indicateur qui est important puisque, selon la réunion d'Abuja, il fallait que chaque pays puisse consacrer au moins 15% aux dépenses de santé. Et nous sommes à 6%, ce qui va expliquer un peu les difficultés pour pouvoir assurer le financement de toutes les activités. Alors, l'élevage est une activité très, très importante. Et tous ces éléments-là sont en rapport un peu avec la rage. Alors, sur le plan santé, enfin, sur le plan animal, bon, là, j'ai quelques chiffres là. Vous voyez que les bovins, les ovins, les caprins sont en tout cas élevés et on a le nombre de têtes en 2018. Et puis, on a également les mammifères, les reptiles, etc. Donc, ça, c'est un peu le contexte. Alors, la rage. La rage, c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie de l'animal qui est transmise accidentellement à l'homme et malheureusement, en Côte d'Ivoire et dans les pays en développement de façon générale et en Côte d'Ivoire en particulier, c'est la rage canine, c'est-à-dire la rage provoquée par le chien qui est prépondérant. Donc, elle se situe même à quasiment 100%. Donc, pratiquement tous les cas de rage humaine que nous avons ici en Côte d'Ivoire sont dus au chien. Et nous savons également que c'est une maladie qui est constamment mortelle dès que les premiers signes apparaissent. Et à travers le monde, on a à peu près 59 000 personnes qui décèdent, 25 000 dans les pays en développement, soit un décès toutes les minutes. On utilise ça souvent pour communiquer et pour montrer la réalité, pour montrer le fardeau, pour montrer vraiment l'existence de cette maladie. C'est vrai qu'il y a un vaccin à 100%, valable, efficace à 100%. Et selon l'OMS, les enfants sont les plus touchés. Alors, il y a eu en 2015 une étape importante dans la lutte contre la rage. C'est ce qu'on appelait l'objectif d'élimination. C'est une initiative d'élimination de la rage qui a été mise en œuvre par des organisations internationales telles que l'Organisation internationale des épizooties, la FAO, l'Organisation mondiale de la santé et le GAC, c'est-à-dire c'est l'Alliance mondiale contre la rage. Donc, ces différentes structures, en 2015, se sont donné 15 ans pour qu'il n'y ait plus de cas de rage humaine transmise par les chiens à l'horizon 2030. Donc, c'est cet objectif qui a été fixé et qui s'intitule « Zéro cas de rage humaine transmise par les chiens d'ici 2030 ». Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, c'est un pays à haut risque de la maladie, avec 12 000 expositions annuelles. Et malheureusement, à peu près la moitié des personnes qui sont exposées et qui commencent le traitement ne terminent pas la prophylaxie post-exposition, d'abord par ignorance, ensuite par négligence. Et puis, il faut dire aussi que la couverture vaccinale est très faible chez les chiens. Et je vous ai dit tout à l'heure que le chien était responsable de la quasi-totalité des cas. Donc, c'est un défi. Donc, il y a une nécessité vraiment d'une lutte intégrée associant les trois secteurs. Alors, comme je l'ai intitulé, nous avons commencé très tôt vraiment à lutter contre la rage dans un cadre multisectoriel en associant les différents secteurs. Pourquoi? Quels sont les fondements? Qu'est-ce qui nous a amené à initier cette lutte? J'ai dit, c'était à un moment où le concept One Health, le concept Une seule santé n'était pas promu comme il est actuellement. Et j'avoue que c'est de façon logique, c'est de façon opérationnelle que nous avons initié cette collaboration. D'abord, à cause de la chaîne de transmission de cette maladie. Vous savez, c'est une maladie
qui va se transmettre à partir de l'animal. C'est une zoonose. Et sur ce graphique, vous voyez, sur le schéma de gauche, vous voyez des animaux, vous voyez des animaux dans des ordures. Donc, cela met en évidence le problème de l'environnement, de la santé de l'environnement. Donc, quand l'environnement n'est pas propice à la santé, quand l'environnement est insalubre, quand l'environnement est malade en quelque sorte, cela va attirer des animaux, notamment des chiens errants. Et ces chiens errants vont donc, à partir du réservoir animal, ils vont donc se contaminer et ils vont donc contaminer l'homme. De même, on a aussi cette rage qui peut survenir à partir des animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la rage bovine. Donc, ici, on voit très bien dans ce schéma le lien entre l'environnement, la santé de l'animal et la santé de l'homme. Et ça, c'est ça le concept One Health. Le concept One Health part du principe que la santé de l'homme, la santé de l'environnement, la santé de l'animal sont intimement liées. Et donc, il faut bien en tenir compte dans la prise en charge des maladies liées à l'environnement et à l'environnement. Alors, deuxième élément, c'est la prise en charge des personnes exposées. Ce que nous avons constaté, c'est que quand on veut prendre en charge une personne exposée, vous voyez sur le schéma, la personne va être exposée au niveau de la communauté généralement. Elle va consulter au niveau soit des établissements de premiers contacts, établissements sanitaires de premiers contacts pour des soins, ou alors au niveau des centres antirabiques, ce qu'on appelle les centres antirabiques. Mais il y a un volet vétérinaire qui est là. C'est-à-dire que pendant que la personne va être prise en charge au niveau des services de santé humaine, eh bien, l'animal mordeur, s'il est identifié, s'il est encore en vie, il va être observé, il va être examiné au niveau des services vétérinaires. Donc, vous voyez que là, déjà, dans la prise en charge, parce que à partir de l'observation, il y a des certificats vétérinaires qui sont émis et ces certificats vétérinaires vont intervenir dans la prise en charge, dans l'ajustement de la prise en charge de la personne. Donc, vous voyez qu'il y a une imbrication entre, d'une part, les services de santé humaine et les services de santé vétérinaire pour la prise en charge de la personne exposée à la. Donc, ce deuxième principe, donc, je rappelle le premier principe, les facteurs de risque, l'exposition dépend à la fois de l'environnement et de l'animal, mais aussi dans la prise en charge, on tient compte de la santé animale dans les services de santé vétérinaire. Donc, à partir de là, nous avons vraiment promu la collaboration intersectorielle dans la prise en charge des cas de rage humaine. Alors, et cette collaboration s'est faite à divers niveaux. D'abord, dans l'élaboration des documents nationaux. Nous avons actuellement en Côte d'Ivoire plusieurs documents nationaux. Nous avons d'abord le plan national, le plan de lutte intégrée contre la rage. Nous avons le plan de communication. Nous avons les procédures opérationnelles. Et tous ces documents qui ont été élaborés l'ont été à la fois avec les professionnels de la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale et l'environnement. Donc, vous voyez ici, ça c'est lors de l'atelier pour élaborer le plan intégré de lutte contre la rage. Nous avons d'abord procédé à la priorisation des zoonoses. Nous avons identifié 5 zoonoses prioritaires en Côte d'Ivoire. Cela s'est fait en 2018. Ensuite, nous avons évalué les activités de la rage et puis nous avons rédigé le plan. Et au cours de la rédaction, vous voyez sur la gauche les professionnels de la santé humaine, animale et les autres secteurs, c'est-à-dire l'environnement, les eaux et forêts, etc. Donc, ce qui est important ici, c'est cette collaboration pour rédiger des documents qui vont prendre en compte tous ces différents aspects. Alors, par ailleurs, nous faisons beaucoup de sensibilisation dans la réponse contre cette maladie
Et lors de ces activités de sensibilisation communautaire, eh bien, les acteurs de la santé humaine et les acteurs de la santé animale sont tous réunis ensemble. Et vous voyez ici, c'est une activité de sensibilisation des élèves. Et sur la gauche, vous voyez ici, c'est le ministre des Ressources animales qui intervenait au cours d'une journée, d'une journée de lutte contre la rage. Aussi, l'équipement, le renforcement de la surveillance, nous la faisons de façon conjointe. C'est-à-dire que lorsque, ici par exemple, vous voyez, c'est le directeur de l'INHP qui remet un ordinateur à la direction des services vétérinaires. Et vous voyez, en bas ici, ce sont des motos qui sont remis aux agents de services vétérinaires. Ici, c'est du matériel qui est remis aux agents de santé. Donc, en fait, à chaque fois que nous voulons entreprendre une activité de renforcement de la surveillance, nous pensons toujours aux deux volets. Le volet et le volet animal. Également, la formation des agents. La formation des agents, que ce soit la formation des agents de santé, comme on le voit ici, comme les agents de santé, c'est une formation qui est toujours menée en collaboration avec les services vétérinaires. De même, ici, c'est la formation du personnel, des enseignants notamment. Il y a une formation qui se fait en ligne et au niveau des différentes régions, des différents districts, les enseignants se mettent ensemble et ils sont encadrés conjointement par le personnel de santé. Vous voyez sur cette image, ça c'est un personnel de santé humaine, personnel de santé animale. Donc, tout cela s'est fait ensemble et en bas ici, vous voyez les certificats qu'ils ont reçus. On a également les comités régionaux, comités locaux de lutte contre la rage qui existent dans deux zones essentiellement, San Pedro et puis Boaké. Et donc, ce sont des comités qui sont composés de civils et qui interviennent dans la sensibilisation au niveau de la communauté. Ils interviennent même dans l'orientation des communautés, dans la lutte, dans la vaccination des animaux et dans la prise en charge des hommes. Donc, tout ça, ce sont les activités qui sont menées dans la lutte contre la rage humaine. Voilà, ici aussi, vous avez ce qu'on appelle la journée mondiale de lutte contre la rage. Et chaque 28 septembre, ces activités sont célébrées et toujours de façon conjointe depuis 2008. Les activités sont sécrétées de façon conjointe. Et par exemple, en 2020, le thème était « Engageons-nous, vaccinons pour éliminer la rage ». Et quand on dit « vaccinons », c'est vaccination de l'homme, vaccination des animaux. Voilà, donc ça aussi, c'est les journées mondiales. Vous voyez ici, on est en train de vacciner des humains, on est en train de vacciner des animaux. Donc, chaque fois, c'est tout la même chose. Maintenant, concernant la surveillance épidémiologique, je vais m'attarder un peu là-dessus. Je regarde voilà, mon montre. Je vais m'attarder un peu là-dessus. Vous savez, au niveau de la surveillance épidémiologique, il y a un circuit de surveillance de la rage au niveau national. Et c'est vrai qu'au niveau humain, il y a un circuit qui existe et ça part toujours du niveau périphérique avec les antennes d'hygiène publique, avec les centres de santé où les personnes qui sont exposées vont consulter pour leur prise en charge. C'est là que l'enregistrement des données est effectué. Ensuite, ces données sont transmises au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau du district ou au niveau de l'INHP, qui va les analyser, qui va les transmettre ensuite au niveau central, et au niveau central, les données vont être analysées avec rétro-information à travers le bulletin épidémiologique de l'INHP qu'on appelle le vigile. Et dans ce vigile, les données de surveillance de la rage humaine sont notifiées. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait un autre système aussi qui était parallèle, le système de surveillance de la rage au niveau animal. Et nous avons travaillé ces temps-ci à créer une connexion entre ces deux systèmes. Pourquoi? Parce que vous voyez que à partir du système animal, on peut
arriver à détecter des morsures collectives ou bien j'allais dire même des épidémies. Parce que cette maladie, c'est une maladie qui évolue de façon endémo-épidémique. Par exemple, quand les services de santé vétérinaire notifient beaucoup de morsures, ça veut dire qu'ils informent le service de santé humaine, le service de santé humain, qui va faire attention aux différentes morsures, qui va veiller à ce que toutes ces morsures-là puissent être prises en charge. De même, lorsque nous avons un cas de rage humaine, eh bien, on attire l'attention des services vétérinaires qu'il y a un réservoir animal et donc, de façon conjointe, nous allons sur le terrain pour pouvoir investiguer. Et donc, il y a un échange d'informations de façon permanente entre les deux secteurs. Alors, là aussi, un autre domaine où l'intervention est conjointe, c'est les investigations épidémiologiques des cas. Donc, par exemple, on a eu 61 cas de rage humaine de 2016 à 2018 dans 6 districts sanitaires. Et vous voyez sur le schéma ici, les districts sanitaires, il y a des districts sanitaires où il y a 4. Il y a eu au moins 4 cas, il y a des districts où il y a eu 3 cas. Mais on voit en gros que la majeure partie sont concentrées au sud-ouest du pays. Et donc, on voit qu'il y a une persistance de la rage. Et donc, lorsqu'il y a des cas de rage humaine, il y a une investigation qui est menée conjointement par les équipes de santé humaine et santé animale. Et à la suite de ces investigations, il y a des activités de riposte qui sont menées. Et ces activités de riposte consistent à sensibiliser l'entourage, très important, la sensibilisation de l'entourage, c'est-à-dire que de façon conjointe, on va aller vers les communautés, vers les familles, vers les ménages qui ont été exposés. On va leur donner des informations sur la rage. Comment se transmet la maladie? Comment peut-on éviter la maladie? Ensuite, on va même profiter pour sensibiliser la communauté. On va vacciner ce qu'on appelle les sujets contacts, c'est-à-dire c'est des sujets qui sont exposés, qui pourraient faire la maladie si rien n'est fait. Et puis ensuite, on va faire une campagne de vaccination au niveau des animaux. Et puis bien sûr, aussi, on va former, on va renforcer les capacités et des agents de santé humaine et des agents de santé animale. Donc ça, c'est quelque chose de... Ce sont les différents éléments de la riposte. Donc, la sensibilisation de l'entourage, de la communauté, la vaccination des animaux, la vaccination des humains, donc des sujets contacts, et puis le renforcement des capacités. Alors, donc, de toutes ces activités, qu'est-ce que nous avons appris comme leçon? D'abord, les défis. Qu'est-ce que nous avons eu comme défi? Parce que quand on le présente, on a l'impression que tout roule sur... tout est facile, ou bien tout va facilement, mais ce n'est pas le tout facile. Parce que nous avons noté quand même des insuffisances. Parce que, vous voyez, très souvent, j'ai dit qu'il faut vacciner les animaux, mais très souvent, la vaccination des animaux n'est pas faite, ou bien le renforcement des capacités n'est pas fait de façon, de façon adéquate. Et donc, ça, c'est la première écueil. Parce que, quoique nous partions ensemble, ce qu'on note, c'est que chaque ministère a ses moyens. Et parfois, nous avons peut-être les vaccins au niveau animal, mais au niveau humain, mais au niveau animal, on n'a pas les vaccins. Il y a aussi des problèmes de leadership à surmonter. Parce que finalement, on se demande, quand il y a une équipe santé humaine, santé animale, une équipe conjointe, comme nous les appelons, qui vont sur le terrain, mais qui est le chef d'équipe? La question est posée. Donc, les investigations, ce qui fait que les investigations souvent sont difficiles à cause de l'absence de moyens. Il n'y a pas une caisse commune, c'est chaque structure qui donne les moyens. Et donc, ça, c'est vraiment. Donc, il y a souvent un déséquilibre vraiment qui fait créer des problèmes. Donc, les leçons apprises, c'est que vraiment, on a appris que la lutte contre la rage ne peut être efficace que si elle associe vraiment la collaboration multisectorielle. C'est-à-dire que si les acteurs
et tous les secteurs se mettent ensemble, c'est bien sûr une meilleure connaissance des acteurs, du rôle des uns des autres. Parce que ce que nous avons vu souvent aussi, malheureusement, c'est que souvent, sur le terrain, on se substitue facilement à l'autre. Donc, il faut que chacun comprenne son rôle. C'est vrai que nous sommes ensemble dans le cadre du OneF, mais chacun garde ses prérogatives, chacun garde ses missions, mais chacun garde son expertise. Et puis, bien sûr, c'est aussi, on a bien compris qu'il y a une valeur ajoutée lorsqu'on travaille ensemble. C'est-à-dire que c'est plus avantageux de travailler ensemble que de travailler chacun de son côté. Donc, comme défi, c'est pas spontané, c'est pas du tout facile. Hein, il y a un problème de méfiance. Et nous-mêmes, dans les écoles de formation où nous sommes en train de promouvoir le concept OneF, nous apprenons nos futurs médecins, nos futurs agents de santé humaine à s'apprêter, à se préparer, à travailler avec les autres dans une approche OneF ou une approche une seule santé. Voilà. Et donc, je dirais, je vais terminer, monsieur le président de séance, en parlant un peu de la plateforme OneF en Côte d'Ivoire. Parce que ce que j'ai dit, ce que j'ai décrit, ça remonte vraiment dans les années, j'allais dire même avant 2000. Mais aujourd'hui, cette collaboration multisectorielle est plus élaborée à travers ce que nous appelons la plateforme OneF ou bien plateforme Une Seule Santé qui associe vraiment tous les acteurs. Et tous les mois de novembre, tous les 3 novembre, il y a la journée OneF qui est célébrée. Bien entendu, l'aspect institutionnel a été pris en compte puisqu'il y a un décret présidentiel qui a créé cette plateforme opérationnelle. Maintenant, c'est plus structuré et donc, depuis que cette plateforme a été mise en place, on a continué à travailler, notamment la priorisation des zoonoses, comme je vous ai dit, l'évaluation des capacités, les journées mondiales Une Seule Santé qui ont été célébrées, les journées mondiales de lutte contre la rage. On a des groupes de travail fonctionnels, des GTT, groupes techniques de travail fonctionnels. Et donc, en tout cas, la plateforme OneF fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? La lutte contre la rage, nous le disons toujours dans les formations OneF, c'est le meilleur modèle du concept de collaboration, du concept d'approche OneF. Parce que là, on a des animaux qui peuvent, du fait de l'instabilité de l'environnement, exister, errer et bien sûr contaminer l'homme. Donc, c'est vraiment une meilleure approche, l'approche OneF pour lutter contre la rage. Et donc, à partir de cette lutte qui a été menée depuis quelques années, hein, l'approche OneF est une réalité en Côte d'Ivoire et la volonté politique a été exprimée au plus haut niveau par un décret qui met en place le cadre institutionnel et des groupes de travail fonctionnels. Voilà. Merci vraiment pour votre attention. J'espère avoir tenu dans le temps et je suis à votre disposition pour des commentaires ou des questions. Merci.